Bonjour à tous et à toutes et merci de nous retrouver pour cette première webconférence Charente Libre organisée avec nos partenaires du Crédit Agricole Charente-Périgord, de la Chambre de commerce et d'industrie de la Charente et les agglomérations de Grand Angoulême et Grand Cognac. Un an de crise sanitaire, un an de crise tout court et somme toute une période inédite. En un an, nous avons vécu la fermeture des usines, puis leur reprise, la fermeture prolongée des commerces et le rideau trop longtemps baissé des cafés et restaurants. Aujourd'hui, deux questions. Quand et comment allons-nous sortir du tunnel ? Comment pouvons-nous aujourd'hui soutenir les entreprises charentaises et permettre une sortie de crise dans de bonnes conditions ? Mais aussi, comment aider tous les chefs d'entreprise charentaises qui peuvent avoir du mal à s'y retrouver dans la multiplication des fonds et des aides qui peuvent exister aujourd'hui dans notre département et au niveau de l'État. Avec nous pour en parler et pour nous guider, Laurent Martin, le directeur général du Crédit Agricole Charente-Périgord, Marc Fayet, directeur de la Chambre de commerce et d'industrie de la Charente, et Xavier Bonnefond, président de l'agglomération de Grand Angoulême, et Jérôme Sourisseau, président de Grand Cognac. Tout d'abord, Monsieur Martin, je me retourne vers vous. Est-ce que depuis votre poste de pilotage d'une grande banque, vous pouvez nous faire un état des lieux de l'état de l'économie charentaise aujourd'hui ? Bonjour Ismaël. Alors écoutez, elle résiste et elle résiste plutôt bien. On a 5 secteurs qui sont aujourd'hui en difficulté. Le petit commerce, et qui a été en difficulté dès le début avec le premier confinement et qui reste en difficulté de par les mesures de confinement qui continuent à exister aujourd'hui. Les cafés, hôtels, restaurants, qui pour la plupart d'entre eux sont fermés aujourd'hui et n'ont pas de chiffre d'affaires. Toute la partie événementielle qui, elle, a vu la disparition quasi totale de son chiffre d'affaires. C'est toute l'organisation des spectacles, l'organisation des rendez-vous entreprises, etc., etc. Tout le milieu de la culture qui est extrêmement impacté et tout le milieu sportif d'une manière générale. Et c'est toutes ces associations, ces petits clubs, ces salles de sport qui sont extrêmement impactés. Ces 5 secteurs-là sont très impactés. Ils sont beaucoup aidés par l'État, pour un certain nombre d'entre eux, inégalement d'ailleurs. Et donc, ces aides permettent effectivement à ces secteurs-là de survivre aujourd'hui. Je dis bien survivre. Le PGE a vraiment été, le prêt garanti par l'État, un dispositif d'amortissement et d'aide pour passer ces longs mois de fermeture. Je pense notamment aux cafés, hôtels, restaurants et au monde de la culture et de l'événementiel. Les PGE, les aides directes versées par l'État, qui c'est entre 1 500 et 10 000 euros par mois par établissement, et les dispositifs de pause de crédit que nous avons mis en place, les banques. Donc si vous prenez à l'échelle du département, concernant le Crédit Agricole, on a 50% de part de marché, on a fait 2000 PGE, à peu près 1000 sur les professionnels. Qui représentent quelle somme à peu près ces PGE ? 180 millions d'euros uniquement sur le département de la Charente. On a fait 6000 pauses de crédit, et ça représente pour 3000 particuliers et 3000 professionnels entreprises, parce que nous avons aussi accompagné les particuliers, des gens qui ont perdu leur emploi, des saisonniers, des gens qui travaillent justement dans ces secteurs d'activité, qui ont vu leurs revenus baisser malgré les aides de l'État. Et ensuite, les aides de l'État elles-mêmes qui ont été importantes, puisque si vous prenez uniquement sur ma clientèle à fin décembre 2020, c'est 50 millions d'euros qui ont été versés à ces clients par l'État. Vous-même, vous avez mis en place aussi des dispositifs d'aide directe ou de prêts spécifiques aux entreprises en difficulté à ce moment-là ? Alors on a mis en place des dispositifs de pause, notamment pour toute la filière tourisme, où on a fait des pauses de crédit allant jusqu'à 2 ans, et probablement qu'on sera amené dans les prochains mois à prolonger d'1 année ces pauses de crédit-là pour permettre aux professionnels du tourisme de passer la saison touristique, de faire leur saison touristique sans avoir la contrainte de rembourser. Constituer leur trésorerie. Exactement. De repartir. Nationalement, on est sur un taux de faillite qui est historiquement bas, alors que tout le monde s'attendait à ce qu'on ait des faillites en cascade, notamment à la rentrée. C'est un indice aussi que vous observez, vous, sur le territoire ? Oui. Si je le prends au niveau de ma caisse régionale, le taux de risque est le plus faible historique de la caisse régionale. Comment on l'explique ? Essentiellement par les dispositifs de PGE. C'est-à-dire que des entreprises qui étaient en difficulté avant le PGE et qui ont effectivement été encore plus en difficulté de par le premier confinement, de par les dispositifs de PGE, ont réussi à se sauver de procédures collectives. Est-ce que ça veut dire qu'elles sont définitivement sauvées ? Non. Et on aura probablement des dépôts de bilan
à partir de la rentrée du mois de septembre. On a parlé des 5 secteurs qui souffrent le plus, ceux qui ont su tirer leur épingle du jeu, même si on pense tout de suite au cognac, on a cette chance dans le département, mais quels sont les secteurs qui, eux, ont plutôt bien traversé la crise? Alors c'est très très variable. Vous avez des secteurs comme les grandes surfaces ont plutôt tiré leur épingle du jeu, le cognac a tiré son épingle du jeu, l'agriculture a moins souffert, un petit peu moins souffert, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas des problèmes sur l'agriculture, mais d'une manière générale, elle a été moins impactée par la crise. Et puis vous avez des secteurs industriels qui ont continué à investir, qui, avec le plan de relance, investissent même massivement et sont en train de tirer leur épingle du jeu. Monsieur Fayet, à la direction de la CCI, vous êtes au contact quotidien des chefs d'entreprise. Vous partagez ce constat et eux, quand ils viennent vous voir, ils partagent cet optimisme ou pas forcément? Alors, on vient de conduire une enquête sur le moral des chefs d'entreprise qui est étonnante dans la mesure où on est confronté à un paradoxe. En Charente, et la moyenne est supérieure à ce qu'elle est au niveau de la Nouvelle-Aquitaine, 71% des chefs d'entreprise interrogés ont confiance dans l'avenir de leur entreprise. Par contre, ces mêmes chefs d'entreprise, à 25%, à 75% n'ont plus confiance en l'économie nationale. Donc, ça atteste d'un volontarisme et d'une capacité de résilience des entreprises. Les chefs d'entreprise sont très volontaires et très optimistes pour leur entreprise. Ça se traduit par des projets d'investissement qui se multiplient, notamment dans le secteur industriel, comme l'a dit Laurent. Je voudrais simplement rajouter quelques secteurs qui ont souffert, les entreprises industrielles, les biens d'équipement, puisqu'on a une pause quand même dans les investissements industriels. Il y a une phase, je dirais, de baisse d'activité, de baisse des carnets de commandes assez significatives, et les entreprises exportatrices dans le secteur industriel, dont beaucoup ont souffert par la baisse significative des échanges internationaux. Pour les entreprises qui, entre guillemets, ont plutôt bien résisté à la crise, il y a l'agroalimentaire, il y a l'agriculture, mais aussi l'agroalimentaire, qui a quelque part profité de la crise, puisque les Français ont compensé nombre de sorties annulées par, je dirais, des investissements dans le domaine alimentaire, et puis la construction et les travaux publics qui se portent bien et soutenus par un maintien des investissements, voire un renforcement des investissements par les collectivités territoriales. Et pour nous, c'est extrêmement important. Et aujourd'hui, quand ils viennent vous voir, c'est pourquoi? Ce sont ceux qui sont en difficulté, qui ont envie d'obtenir une aide ou de savoir quel dispositif peut les aider, ou c'est pour préparer la reprise et monter des dossiers d'investissement? En fait, il y a les deux types de publics. Il y a les publics et les entreprises en difficulté, ça a été décrit par Laurent, qui cherchent à suivre les évolutions des dispositifs d'État, des dispositifs régionaux. Il y a une certaine complexité dans ces dispositifs et notre rôle est de simplifier leur accès à ces dispositifs en analysant la situation de leur entreprise. Donc là, on est plutôt sur des approches défensives. Et puis, il y a les approches offensives. C'est 61% des chefs d'entreprise qui croient en leur entreprise, qui s'engagent dans des mutations industrielles profondes pour gagner en compétitivité, gagner en performance, s'investissent sur de nouveaux sujets, comme la transition énergétique et écologique, la RSE, de nouvelles formes. Également. Voilà, tout à fait. Et le numérique. Et là aussi, le numérique est un secteur qui s'est plutôt bien sorti de la crise. Puisqu'on l'a vu, dans nos pratiques, on utilise l'outil numérique au quotidien, que ce soit dans notre vie personnelle ou dans notre vie professionnelle. D'accord. Vous parliez de la complexité des dispositifs. Alors, je vais un peu changer le filage de l'intervention. On a rencontré en fin de semaine dernière un entrepreneur, c'est Pierre-Marie Chevalier, qui a une base de bateaux à Angoulême. Il a investi dans 3 bateaux électriques. Et en fait, il s'est rendu compte après son investissement qu'il a eu le droit à une subvention de la part de la région. Il l'a eu, et vendredi, en l'inaugurant, il se rend compte en discutant avec la conseillère régionale qu'en fait, il a droit à beaucoup d'autres subventions. Il n'était même pas au courant. Est-ce qu'il y a un guichet unique ou un endroit où ces chefs d'entreprise peuvent aller et dire bon voilà, j'ai envie de faire tout ça, je fais comment pour m'y retrouver? C'est chez vous, c'est plutôt aux agglos, c'est plutôt à la région, c'est plutôt la banque qui elle, sait comment les orienter. Concrètement, où doivent-ils se diriger? Alors personne n'a le monopole de l'information. C'est la réponse partenariale qui est la meilleure des solutions. Et depuis le début de la crise, on se coordonne avec les banques, avec les collectivités territoriales, avec les services de l'État. Moi,
chaque semaine une réunion avec la préfecture, avec la région, de manière à ce qu'on ait une information assez complète sur les domaines de responsabilité, les interventions qui sont déclinées par les collectivités territoriales, l'État. C'est un dispositif très riche qui est orienté selon l'activité de l'entreprise et il faut qu'on appréhende les besoins des entreprises pour pouvoir les orienter vers les bons guichets. Mais globalement, la dynamique partenariale sur le territoire, elle fonctionne bien. Mais vous le savez aussi bien que moi, l'information est biodégradable. C'est-à-dire que nous, on alimente en permanence, et on n'est pas les seuls, en information les chefs d'entreprise. S'ils ont besoin, en un moment T, de tels dispositifs, ils le sollicitent et ils nous rencontrent, on les accompagne, on les aide à monter des dossiers, mais s'ils n'en ont pas besoin, cette information, elle se perd. Donc c'est une information récurrente qu'il faut qu'on mette en œuvre. Et c'est pour ça que la dynamique partenariale qu'on a installée est plutôt, je dirais, une réponse. C'est un guichet unique en réseau, on va dire. Merci beaucoup. On a aussi, pour nourrir cette conférence, demandé à des chefs d'entreprise de nous envoyer leurs questions directement pour les choses qu'ils souhaitaient vraiment vous poser. Vous allez le voir, c'est des questions assez concrètes. Et moi, je vais essayer de piocher dans ces questions qu'on nous a envoyées. Et ils peuvent d'ailleurs continuer de le faire dans le live Facebook tout au long de la conférence, s'ils le souhaitent. La première de ces questions, elle est plutôt pour vous, au niveau du Crédit Agricole, Monsieur Martin. Elle nous est adressée par Véronique et Victor de Abreu, les gérants de l'auberge des Fins-Bois à Rouillac, qui se demandent s'il est possible de renouveler les aides en bons cadeaux à dépenser dans les restaurants qui avaient été mises en place par le Crédit Agricole. Alors oui, on va le faire. On avait distribué 30 000 bons restaurants en 2020 et on va réémettre 30 000 bons, 15 000 dès que les restaurants vont réouvrir, c'est-à-dire probablement, on espère, au mois de mai. Et ensuite, sur la fin d'année, on émettra 15 000 nouveaux bons, donc 30 000 bons qui sont des bons de 30 € qu'on offre à nos clients fidèles. C'est avant tout pour vos clients fidèles? Pour nos clients fidèles qui consomment dans les restaurants, qui sont clients au Crédit Agricole. Vous avez bon fond avec votre casquette de maire d'Angoulême. Vous avez mis en place le dispositif Déclic l'année dernière pour soutenir le commerce local au moment du déconfinement. Ce type de dispositif, vous pourriez le remettre en place ou là, ce n'est plus forcément l'urgence? Oui, alors en effet, on l'avait fait à l'approche donc de l'été, dans cette première partie de crise sanitaire. On l'avait fait conjointement aussi avec la CCI parce que c'était un fonds qu'on avait constitué d'1,5 million et la CCI avait apporté sa pierre à l'édifice et on avait réfléchi à ce dispositif pour que ça puisse irriguer d'abord l'économie locale, le commerce en priorité évidemment, et puis surtout en partie évidemment l'hypercentre, parce que souvenez-vous, on était dans un moment où on sortait du premier confinement, il y avait encore beaucoup d'appréhension à revenir dans des commerces qui pouvaient apparaître exigus par rapport à des grandes surfaces. Donc il fallait donner envie d'abord de revenir et il fallait rassurer aussi. Donc il y avait eu aussi tout un tas d'actions menées en direction des commerces pour pouvoir être certain qu'ils disposaient bien de tout le matériel nécessaire pour pouvoir rassurer les clients. Et puis il fallait donner un coup de fouet à l'économie à l'approche de l'été. Nous avions donc envisagé cette mobilisation de fonds pour que tout ça soit consommé dans l'économie locale avant le 14 juillet. Parce que 500 000 € ont été consommés avant le 14 juillet pas totalement, parce qu'on avait fait une première phase pour pouvoir en faire une deuxième phase. Donc il s'agissait de mobiliser à l'époque, sur cette première phase, 350 000 € et à dépenser avant le 14 juillet parce que les soldes arrivaient à suivre. Et donc avec les commerçants, on s'était mis d'accord pour dire qu'au moment des soldes, il y a une dynamique naturelle qui se fait. Donc la dynamique qu'il fallait créer, il fallait la créer avant. Sur mi-juin, mi-juillet, ça a très bien fonctionné. Il y a eu un taux d'utilisation de ces bons, donc un fort pourcentage. Il y a eu une deuxième salve qui a été constituée avec la CCI, notamment pour les commerces notamment à dominante culturelle. Et puis il reste encore une petite enveloppe sur laquelle on réfléchit en effet pour pouvoir faire une véritable phase 2, à la lumière aussi de la crise sanitaire qui dure, parce que c'est vrai qu'au printemps dernier, personne n'aurait imaginé qu'à
un an après, on en serait encore quand même, pas tout à fait au même point, mais un petit peu quand même. Vous êtes inquiet pour les commerces de l'hypercentre? Oui, je suis très inquiet pour différentes raisons. D'abord parce que les hypercentres étaient déjà fragiles avant, évidemment, que la politique des loyers faite par beaucoup de propriétaires n'est pas forcément toujours aidante pour un certain nombre d'activités. Il faut savoir qu'en fonction de son activité, les marges commerciales ne sont pas les mêmes. Un fleuriste n'a pas la même marge commerciale qu'éventuellement un commerçant qui vend du vêtement, de l'habillement. Donc ils n'ont pas la même possibilité de pouvoir assumer des frais fixes, des loyers de manière similaire. Donc il faut évidemment réfléchir à ce qu'on puisse constituer des dispositifs qui permettent d'accompagner et de maintenir l'ensemble des activités en hypercentre, à réfléchir comment on peut rassurer également sur les politiques de loyer, et donc ça passe par une gestion du foncier commercial dans l'hypercentre sur lesquels on réfléchit avec la SAS Charente Immobilier, qui est une SAS dans laquelle les acteurs publics sont aussi présents avec les banques locales, je le répète. Donc il y a là une communion des acteurs, privés, publics, pour pouvoir faire en sorte que les hypercentres, mais le commerce en général, le commerce de détail, puisse être accompagné à juste niveau demain. Bon, j'observe quand même que je n'ai eu ni bon restaurant, ni bon déclic. Je rappelle Ismaël Karoum qu'en l'occurrence, pour cette première grande phase, nous avions fléché des gens qui étaient en premier niveau. La gestion de crise, ça passe évidemment par tous les personnels soignants, mais aussi par les couturières qui avaient été mobilisées par le conseil départemental pour la constitution des masques. Je ne dis pas que la presse n'y était pas en première niveau. À cette première crise, quand on est élu, maire, président d'Aglo, même pour les deux, la question va s'adresser à vous deux. Vous avez vu tout de suite l'urgence sanitaire, vos organisations internes dans vos administrations, les écoles, tout ce côté sanitaire. Le côté économique, en fait, il arrive immédiatement, lui aussi, en même temps que tout le reste, où c'est pas forcément votre première urgence, en disant, bon, finalement, il y a quand même d'abord la région qui s'en occupe, nous on intervient dans un second temps. Ça se passait comment? Quel moment vous êtes monté au front sur aussi le volet économique? Jérôme, si vous souhaitez. Non, le premier sujet, très honnêtement, mais ça dépend des compétences des agglomérations, ça a été la gestion des crèches, centres de loisirs, l'accueil des enfants, la continuité du service public sur des missions régaliennes, d'instruction du droit des sols, des procédures juridiques, enfin tous ces côtés-là, ça a été ça. Et évidemment la gestion de nos personnels, puisque le confinement généralisé a imposé de bousculer toute une organisation. Alors, ce qui est extrêmement enthousiasmant, c'est d'ailleurs de mesurer après coup l'extrême réactivité finalement de tout le monde, parce que au-delà de l'aspect de sidération qu'il y a eu sur tout le monde le dimanche, le lundi, le mardi, le mercredi, tout le monde était parti avec son unité centrale chez lui, et rapidement les choses se sont remises en service. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement positif de voir une collectivité comme des entreprises, comme tout le monde finalement, de s'adapter à quelque chose qu'on n'aurait même pas imaginé 72 heures avant. Mais très rapidement, la fermeture obligatoire de tous les commerces a fait émerger cette contrainte, cette angoisse de l'économie, comment ça allait venir. Donc je dirais que ce n'est pas l'instant premier, mais je dirais semaine 2, c'était le sujet. Ça y est, c'était parti, c'est comme ça qu'à Grand Cognac, on a souhaité assez rapidement mettre en place un fonds d'accompagnement. Angoulême aussi, c'est à peu près sur cette temporalité? Alors, moi à l'époque, je n'étais pas encore président de Grand Angoulême, donc, mais en tant que maire, j'ai immédiatement mesuré la nécessité de prendre des mesures pour aussi les acteurs économiques, en même temps qu'il fallait réfléchir à la nouvelle organisation de nos propres collectivités. Parce que chacun le sait, Angoulême a un tissu quand même aussi de bars-restaurants très important. Et évidemment, il y avait les dispositifs d'État qui se dessinaient, mais on sait aussi que ça prend un peu de temps avant de descendre jusqu'en bas et d'aller jusqu'au versement des aides financières des différents chefs d'entreprise. Il y avait la réflexion en cours aussi de la région, mais c'est vrai qu'à l'échelle d'une région de 6 millions d'habitants, de 12 départements, avec un tissu économique très, très divers, j'imagine qu'à la région, il fallait aussi penser à 10 000 choses en même temps. Donc le fait d'être en proximité, que ce soit pour les communes ou pour les intercommunalités, on était en prise directe avec les acteurs économiques. Et donc immédiatement, ça, on l'a senti.
Moi, en tant que maire, j'ai pris immédiatement des mesures sur les gratuités de loyer, pour éviter que les services finances envoient les titres de recettes aux commerçants qui étaient fermés. Il ne s'agissait pas de leur piquer en plus de la trésorerie qu'ils n'auraient pas. On a dégrévé, évidemment, et arrêté tout ce qui est terrasse. On a évidemment mis des gratuités sur les marchés. On s'est battu pour que les marchés restent ouverts. Je rappelle que les marchés devaient fermer. Vous avez aussi eu à un moment donné du lobbying en partenariat avec la CCI pour qu'il y ait une équité dans les commerces. Et bien sûr. Et puis on a fait aussi cette prise de position avec Daniel Brault et ensuite auprès de Madame la Préfète pour que ce qu'on demandait, mais là on était déjà dans l'étape de réouverture, pour ce qu'on demandait, et dans son deuxième confinement, ce qu'on demandait aux grandes surfaces, enfin aux petits commerçants, il fallait l'imposer aussi dans les grandes surfaces. Donc il était évidemment impossible pour les commerçants de détail de voir que dans les grandes surfaces, on continuait à vendre de l'habillement, des chaussures, alors qu'eux, on les interdisait évidemment d'ouvrir. Et puis, on ne respectait pas les comptages dans les grandes surfaces à un moment donné. Enfin, clairement, personne n'était là à la porte pour diminuer éventuellement le nombre de personnes présentes et diminuer le risque de transmission du Covid. Sur Grand Cognac, le fonds de soutien Covid que vous avez mis en place de mémoire ou à la rentrée. Concrètement, il correspond à quoi? On peut en bénéficier? En quelle mesure? Pour quel projet? En fait, alors là, on l'a mis en place 3 semaines après. C'est-à-dire qu'il a été actionné le 10 avril de mémoire. Donc ça a été extrêmement rapide. L'idée, c'était, comme disait Xavier, c'est-à-dire qu'on voyait bien que l'État allait mettre en place des dispositifs, la région allait en mettre en place, mais la région, voilà, je rejoins tout à fait ce qu'a dit Xavier, le processus, le temps. Et le temps passe et on voit bien que les interlocuteurs économiques interviennent en disant oui, on nous promet, mais il n'y a rien, on nous promet, mais il n'y a rien. Donc on a souhaité rapidement mobiliser un fonds à vocation économique et touristique, j'ajoute, parce qu'on a voulu aussi faire un focus sur tout ce tissu touristique qui est important et qui était mis à mal en ce printemps de l'année dernière. Et on a mis en place un jury toutes les semaines, par visio évidemment, et sur un dossier assez simple, mais qui permettait de contrôler l'essentiel, qui a permis d'apporter de la trésorerie essentiellement au TPE, ce qui était vraiment la cible. C'était des subventions ou de l'avance remboursable? Non, c'était subventions versées directement. Voilà. Et ça a été, on a versé à peu près 580 000 € sur l'ensemble de l'opération, et ça s'est arrêté au 15 juillet à peu près. Et aujourd'hui, du coup, aujourd'hui, il n'y a plus de dispositif parce que, alors on est en train d'y réfléchir, parce qu'aujourd'hui, enfin, clairement les interlocuteurs qu'on a, la plupart se félicitent de l'accompagnement de l'État, il faut le reconnaître. Aujourd'hui, on n'a pas de signaux d'alerte comme on avait au printemps, parce que les choses maintenant sont bien rodées, sont bien en place. Je crois que les services fiscaux, tout le monde est... Bon, les choses sont assez fluides. Par contre, il y a des trous dans la raquette, c'est ce qu'on est en train de s'apercevoir, suivant l'irrégularité du chiffre d'affaires, qui peut servir de référence, ou suivant des activités qui ont une fermeture partielle. Donc le chiffre d'affaires n'est pas tout à fait en dessous des 50, mais il est à 45% de baisse. Et pour autant, l'entreprise ou le commerce, souvent là c'est des commerces, peut être en difficulté. Donc on est en train de voir pour faire cet ajustement ciblé sur les trous dans la raquette et pour lesquels ça nous paraît indispensable de les soutenir. Et sur Grand Angoulême? Oui, alors, les dispositifs sont encore en cours. C'est vrai qu'au début, on est passé par une phase de prêts d'honneur qui sont des avances remboursables, qui ont été données dans le cadre du réseau Initiative Charente qui est animé par la CCI. Donc on a réfléchi des crédits. On est passé aussi après par une étape de subventions, donc sur des petits montants pour des commerçants de détail notamment, parce que très vite, il y avait quand même une association des commerçants de détail qui s'est fait notamment beaucoup sur Angoulême, Grand Angoulême. Et mon prédécesseur de l'époque et puis les services de l'Aglo ont été mobilisés pour pouvoir justement nous proposer à nous, maires et élus communautaires, parce qu'on était encore dans une phase de transition, souvenez-vous. Les municipales, son premier tour était fait, mais le deuxième tour n'avait pas été fait, et on attendait encore l'installation des nouvelles gouvernances dans les intercos. Donc tout ça a été compliqué, mais on y est arrivé, et ça a été salué également donc, par les acteurs économiques. Aujourd'hui, on reste financeur d'un certain nombre de mesures mises en place par le Conseil régional. Je rappelle que le Conseil régional avait appelé quand même les intercommunalités à mettre de l'argent dans un fonds commun auquel on a tous participé, sur lesquels il y a encore des disponibilités. Donc ce fonds. De combien pour Grand Angoulême, par exemple, si vous avez le chiffre en tête? Eh ben, c'était en tout, c'était un fonds qui pouvait être mobilisé à hauteur de 800 000 € sur ce fonds-là, parce qu'on avait été appelé
à hauteur de 2 € par habitant, mais la région mettait autant, et puis d'autres organismes mettaient autant. Donc on avait constitué, en tout cas, une enveloppe de près de 800 000 € qui n'a pas été entièrement mobilisée. Voilà. Et puis il y a aussi tous les autres dispositifs de droit commun qu'on a un petit peu modulé, donc sur notamment l'investissement lié à de l'innovation, parce qu'il faut aussi accompagner dans cette crise certaines entreprises, même petites soient-elles, sur de l'innovation, et puis aussi sur du soutien au numérique. D'accord. D'ailleurs, voilà, dans vos deux collectivités, il y a des dispositifs de digitalisation ou de soutien au numérique et de transformation. Ils sont apparus pendant la crise ou en fait, bon, ils préexistaient mais ont été mis en lumière à ce moment-là parce que ça devenait une nécessité? Ou c'est vraiment la crise qui a permis Nous, ils préexistaient, mais il y a eu un effet accélérateur, incontestablement. Sur beaucoup d'approches, c'est ce que disait Marc tout à l'heure, on voit bien que beaucoup de chefs d'entreprise, alors TPE plutôt pour l'agglo, parce que les grandes entreprises sont plutôt indépendantes et travaillent avec la région sur ces transformations-là, mais on voit bien qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer à la lumière de la crise sur l'organisation. Mais j'irai aussi dans nos collectivités, en moindre mesure, mais il y a quand même une autre approche sur le poste de travail, sur l'organisation, etc. Ça fait muter les choses. Oui, sur Grand Angoulême, ça existait aussi. Alors c'est vrai que sur la région, on s'occupe souvent quand même des plus grosses entreprises. Et donc c'est vrai que les intercommunalités qui sont aussi en charge du développement économique doivent faire face aux entreprises de taille plus modeste. Donc il y avait des dispositifs, mais qu'on a amplifiés ou sur lesquels on a mis évidemment un focus. Mais j'ai envie de dire que ça a été aussi du coaching numérique, avec notamment des réunions web proposées aux commerçants. Ça a été également des chèques numériques. Ça a été aussi l'émergence de débats avec la CCI, avec la Chambre de métier ou avec d'autres partenaires, parce qu'ils étaient nombreux, sur l'émergence d'une plateforme numérique à l'échelle d'un bassin de vie pour drainer suffisamment de clients potentiels et donner donc aussi la visibilité maximale à ces commerçants de détail. Donc, et on a avancé peut-être plus vite sur ces choses-là durant cette crise sanitaire. Et justement, l'enjeu, ça sera peut-être de porter sur les fonds baptismaux demain, si les acteurs économiques sont encore favorables quand même à cette modélisation numérique, ces grandes orientations. Parce qu'on a des idées, on les a partagées, elles ont été validées pendant la crise, sauf qu'il va falloir trouver les bonnes solutions et surtout qu'ils soient toujours là. Parce que investir dans des grandes plateformes numériques, ça coûte cher. Si demain, les commerçants n'y sont plus, ça posera un problème. Justement. Sur ces aides au commerce de proximité, justement, nos entrepreneurs charentais ont là encore des questions très concrètes à vous poser. Jean-Claude Ferré, le patron du bar-restaurant Le Chat Noir à Angoulême, indique par exemple qu'il vient de recevoir sa taxe sur les enseignes et il se demande, étant donné qu'il a été fermé 5 mois et demi en 2020, est-ce qu'il n'y aurait pas un allègement possible de cette taxe? Et j'en profite pour ajouter la question de Sandrine Boux, qui est la présidente du GNI, le groupement des indépendants de l'hôtellerie-restauration, donc de toute la Charente, qui ajoute à cette taxe sur les enseignes la taxe sur les terrasses et la CFE 2021. Ils se demandent tous s'il ne peut pas y avoir des allègements étant donné la situation de ces taxes. Monsieur le Président. Je sais pas, vas-y, je commence. Ils veulent bien les aides, mais ils veulent bien aussi qu'on leur enlève certaines taxes. Exactement, je comprends. Et alors, c'est vrai, et ça ne doit pas être le sujet du chef d'entreprise, mais en fait, là, on est à l'ambiguïté qu'il y a entre compétences de commune et de communauté. Oui. Voilà. Alors, sur les terrasses, en l'occurrence, c'est une compétence communale. Donc là, je laisserai mon collègue y répondre, qui a été confronté à ça. Moi, sur Grand Cognac, ce n'est pas un sujet. Par contre, sur les enseignes, on est en train d'y réfléchir. Alors, il se trouve qu'actuellement, sans rentrer dans les détails, il y a un règlement local de publicité qui est en train de s'élaborer, qui donnera lieu à une nouvelle taxe. Donc aujourd'hui, sur Grand Cognac, c'est encore d'une compétence communale. Donc ce n'est pas à ma main. En revanche, sur la CFE, l'année dernière, il y a eu un dispositif intéressant qui a été mis en place par l'État. C'est-à-dire que si on l'abondait, si les communautés choisissaient de l'abonder, l'État doublait l'abondement et donc ça faisait une réduction jusqu'à 50% de CFE. Aujourd'hui, à ma connaissance, ça n'est pas d'actualité pour être reconduit. C'est quelque chose qu'il faut regarder, mais par ailleurs, il y a une mesure d'État qui tend à diminuer les taxes sur les entreprises, sur la CVAE et notamment sur la CFE, dont on ne mesure pas encore tout à fait comment ça va s'appliquer, à qui, etc. Donc c'est un peu prématuré, même si la question de fond est tout à fait pertinente. Mais c'est vrai que la difficulté qu'on a en tant que collectivité sur ces cotisations-là, c'est qu'en fait, on fixe un taux, nous,
mais ensuite tout le calcul nous échappe. C'est-à-dire qu'il est fait par les services fiscaux qui vont l'appliquer à une assiette, etc., etc. Et on n'est pas toujours sûr, entre la mesure que l'on prend, de l'effet en fait au bout de la chaîne. Donc ça nécessite un travail très approfondi pour être sûr d'être efficace et de pointer au bon endroit. Et donc, Xavier Bonnefond, vous nous annoncez l'abandon de la taxe sur les enseignes Angoulême. Grand Angoulême, c'est ça? Alors, sur la CFE, Jérôme Sourisseau l'a très bien dit, ça s'inscrivait dans une proposition, une incitation de l'État, parce qu'une partie de la perte de recettes était cofinancée par l'État. Donc, on l'a tous pris. Hein. Moi, je me souviens, c'était une des premières mesures que nous avons passées au mois de juillet en conseil communautaire dans sa nouvelle formule, pour que tous ceux qui pouvaient être éligibles à ce dispositif puissent avoir ce dégrèvement et cette facilité de trésorerie à un moment donné où ils réouvraient. Parce que ça faisait quand même quelques mois qu'ils avaient été fermés. Et l'enjeu, c'était là la trésorerie ou la justice sociale en termes de taxes qu'on peut connaître évidemment en France. Sur les questions des terrasses, écoutez, moi je l'ai dit, on a été peut-être les premiers à le faire. On l'a fait autant que ça a été fermé, sans ambiguïté. On l'a refait au conseil municipal il y a quelques jours pour l'année 2021. Donc il n'y aura pas de titre recette de renvoyer. Sur la taxe sur les publicités extérieures, il faut savoir que d'abord, la loi dit que c'est censé être payant à partir de 7 mètres carrés. À Angoulême, lors du mandat précédent, je l'ai passé gratuit jusqu'à 12 mètres carrés parce que la loi le permettait, ce qui n'avait pas été fait avant que j'arrive maire. Donc aujourd'hui, c'est gratuit jusqu'à 12 mètres carrés. L'enjeu de la publicité extérieure, c'est aussi un enjeu environnemental et aussi d'embellissement de notre centre-ville. Donc si M. Ferré, que je connais bien, ne veut pas payer sa taxe sur la publicité extérieure, je l'invite à réduire à 12 mètres carrés son enseigne et à venir me voir. Nous aurions pu envisager cette mesure, mais pour qu'elle ait une efficacité sur 2021, il aurait fallu qu'on la vote avant le 30 septembre 2020. Bon, c'est vrai que nous ne l'avions pas forcément mis, en tout cas sur Angoulême, lors du jour d'un conseil municipal, mais nous ne l'avons pas mis parce que peut-être, en effet, on a laissé peut-être filer la date, mais aussi c'est qu'on a tellement été dans l'accompagnement financier, alors que ce n'était pas forcément le rôle de la commune, c'était d'abord le rôle de la région, de l'État, et puis un peu aussi de l'agglo, que l'effort était déjà conséquent pour la ville d'Angoulême. Donc, et je le répète, on le refait sur 2021. Donc, Jean-Claude, si tu nous écoutes, réduis ton enseigne à 12 mètres carrés. Et donc, je sais par ailleurs qu'il sait mobiliser l'ensemble des dispositifs d'État qui existent actuellement et qu'il reconnaît que, comme beaucoup de restaurateurs et cafetiers, ils sont quand même très bien aidés aujourd'hui. Oui. Ce sujet des taxes, qu'elles soient locales ou d'État, Monsieur Martin, dans le cadre de votre accompagnement des entreprises, ou Monsieur Fayet, qu'on va rencontrer chez l'entreprise, ça a été un sujet ou une épée de Damoclès pour certains pendant la crise ou à la sortie, avec éventuellement des taxes à devoir payer en décalage, donc maintenant avec des trésoreries en difficulté, ou pas du tout? Je dirais que la première question que se sont posées les entreprises, d'abord, c'est la réouverture de leur activité et le redémarrage de leur activité. C'est leur obsession. Évidemment, pour les entreprises qui sont encore fermées, les incertitudes qui pèsent sur la sortie de crise les préoccupent. Je dirais moins financièrement, puisque les dispositifs d'État couvrent de manière assez massive les charges des entreprises et leur permettent d'avoir une certaine pérennité. Mais psychologiquement, les chefs d'entreprise sont atteints par ces incertitudes qui pèsent sur la sortie de crise. Ça, c'est le premier volet. Le deuxième volet, c'est la gestion au quotidien des aides. Nous, quand le premier confinement a été mis en œuvre, en une journée, on a mis en place une cellule de crise et on a accompagné plus de 5000 entreprises pour justement les aider dans la complétude des dossiers de chômage partiel, de PGE, en lien évidemment avec les services des banques. Et donc ça, c'est une préoccupation, c'est-à-dire la charge administrative afférente au dispositif de soutien et d'aide. Il en est de même d'ailleurs, à l'occasion du plan de relance, lorsque les entreprises veulent investir, où on les accompagne, parce que ces dossiers sont relativement complexes,
Et ça pèse sur la réalité des chefs d'entreprise qui sont par ailleurs assez percutés, hein, entre guillemets, dans leur activité du quotidien. Avec, et ça a été dit, hein, des formes d'organisation nouvelles dans l'entreprise, le télétravail, où on a du mal à faire travailler ensemble les équipes, qu'on le veuille ou non, hein, même si on optimise ces process aujourd'hui, véritablement, il y a une complexité de gestion de l'entreprise qui est intégrée à une dimension temporelle génératrice d'incertitude, met la pression sur les chefs d'entreprise. Les taxes, évidemment que les taxes préoccupent les entreprises, en particulier celles qui sont fermées et qui aujourd'hui n'ont pas de revenus. Et ça a été cité, les questions qui sont posées sont issues de secteurs qui sont immédiatement percutés par la crise et qui le sont encore, et qui n'ont pas la capacité de compenser par une suractivité les taxes qui leur sont dévolues. Mais je dirais que ce n'est pas la préoccupation centrale des entreprises. Un chef d'entreprise, on le sait tous, hein, il a envie de bosser, de faire travailler ses équipes, de faire du chiffre d'affaires, de produire, de vendre. C'est son métier. Et l'angoisse et l'anxiété que l'on vit, nous, dans les appels quotidiens des chefs d'entreprise, sont plutôt liés à ça, plutôt qu'à un surcroît de taxes. Bon, globalement, la revendication des chefs d'entreprise, vous le savez, mais elle est permanente, elle n'est pas liée à la crise. C'est que le niveau de taxes en France diminue. Donc c'est effectivement une récurrence. Mais globalement, ce n'est pas le souci essentiel des chefs d'entreprise. Le souci essentiel, c'est de faire tourner leur entreprise. Je suppose qu'auprès de vous, l'écho a été le même. On le voit au niveau des remboursements de PGE, puisque vous savez qu'on est rentré dans la phase de remboursement des PGE. Et aujourd'hui, on a à peu près 25% des clients qui vont rembourser leur PGE. On a 25% des clients qui vont l'amortir sur 5 ans. Cette tranche, ces 50%, ont une visibilité. Et puis on a l'autre tranche. Les 25% vont repousser d'1 an l'amortissement du PGE parce qu'ils n'ont pas de visibilité et parce que justement, ils ont aussi des charges à payer, ils ont des reports de charges qui ont été faits sur l'année 2020 et pour le coup, ils savent que leur trésorerie ne leur permettra pas de rembourser le PGE. Donc ceux-là ont de l'incertitude. Et puis après, il y a un dernier quart, et c'est celui-là qui est le plus en difficulté, parce que ceux-là n'auront aucune possibilité de rembourser le PGE. C'est-à-dire qu'en clair, ils pourront probablement rembourser les charges fournisseurs ou les charges sociales ou la dette fiscale qu'ils peuvent avoir, mais par contre, ils n'auront pas la possibilité de rembourser leurs 25%. Et c'est sur ces entreprises-là qu'il faudra être innovant pour les accompagner, pour probablement transférer cette partie de dette qui est en bas de bilan en fonds propres et leur permettre de continuer à pouvoir exercer. En tout état de cause, si on n'a pas de dispositif qui leur permet de transformer cette dette de bas de bilan en haut de bilan, ils ne pourront pas rembourser cette dette. Ça représente quand même 25%. Je vous ai dit 180 millions de PGE, donc 25%, ça fait quand même des montants importants. On entend déjà, notamment dans le secteur des restaurants, dire si j'ai une difficulté, la première chose que je ne rembourserai pas, ce sera le PGE. Mais c'est ce que je vous dis, c'est-à-dire qu'en clair, ce n'est pas la volonté de ne pas le rembourser. C'est la nécessité de d'abord pouvoir payer ses fournisseurs, payer justement les différentes charges qui ont été reportées tout au long de l'année 2020 par les différents dispositifs qui ont été mis en place. Et le PGE viendra ensuite. Et donc nous, on aura aussi un rôle pour alléger les dettes autres qu'a une entreprise, les dettes qu'il a déjà contractées, par des poses de crédit, par des restructurations de dettes. Mais cette partie PGE, pour un certain nombre d'entre eux, même avec ces restructurations-là, ils ne pourront pas les rembourser. Et là, il faudra véritablement, si on veut éviter les dépôts de bilan, et il faudra évidemment éviter un maximum de dépôts de bilan, qu'on arrive à transformer une partie de cette dette en fonds propres. Concrètement, aujourd'hui, pour le PGE, on peut le repousser pendant combien de temps et on doit le rembourser pendant combien de temps? Alors, vous pouvez le rembourser en tout ou partie. Vous pouvez l'étaler sur 5 ans. Ou vous pouvez le repousser d'1 an, c'est-à-dire avoir aucun amortissement pendant 1 an, et ensuite l'étaler sur 4 ans. Ce qu'est en train de négocier l'État avec Bruxelles, c'est la possibilité que cette phase d'amortissement passe à 8 ans. Aujourd'hui, Bruxelles n'y est pas très favorable, parce qu'effectivement, ça peut s'assimiler à un soutien des entreprises. Et pour le coup, vous savez qu'en termes de droit de la concurrence, ça pose un certain nombre de problèmes. Mais si l'État n'obtient pas de la Commission européenne de repousser ses dettes, il faudra que nous, on le fasse. C'est-à-dire que nous, établissements bancaires, on trouve des solutions pour pouvoir accompagner
l'entreprise. Sinon, elle déposera. Justement, dans l'imaginaire des gens, comme PGE, c'est prêt garanti par l'État. Certains se disent, de toute façon, la banque, elle s'en fout. Si le commerce ou l'entreprise ne rembourse pas, c'est l'État qui les remboursera, ils ne prennent aucun risque. Ouais. Du coup, comment je suis volontiers provocateur sur le sujet. Du coup, comment vous allez prendre vos responsabilités pour le transformer, permettre ce remboursement et permettre la survie de cette entreprise? Alors, vous avez raison. C'est-à-dire qu'effectivement, le prêt garanti par l'État, il est garanti à hauteur de 90%. Donc, sur ce prêt-là, nous avons un risque de 10%. Mais, vous le comprenez bien, une entreprise, elle avait des financements avant de faire des PGE. Et donc, en fait, si elle dépose le bilan, on a certes un risque de 10% sur le PGE, mais on a un risque total sur la dette qu'elle avait auparavant. Et donc, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que les 180 millions de PGE, les clients qui ont fait 180 millions de PGE en Charente, portent 900 millions de crédits. Et sur ces 900 millions de crédits, hors PGE, pour le coup, j'ai un risque, évidemment, si elle dépose les bilans. D'où l'intérêt pour la banque, et encore plus pour une banque comme la mienne, qui a 50% de part de marché, d'accompagner ses clients pour qu'ils arrivent à survivre, qu'ils arrivent à survivre à cette crise. Et donc, il faudra qu'on trouve des solutions, quitte à se passer, parfois, de la garantie de l'État. Ismaël, moi je voudrais peut-être ajouter un élément à ce que dit Laurent. Très tôt, les entreprises se sont préoccupées de leur taux d'endettement. D'ailleurs, on l'a vu sur les dispositifs de prêt d'honneur consentis par un certain nombre de collectivités territoriales qui arrivaient après le PGE pour certains. On a vu un engouement relatif, voire modeste, de ces prêts d'honneur. Et nous, très vite, on a prôné, notamment pour les TPE, qui constituent, je le rappelle, 94% de notre tissu économique local, une injection de cash, justement pour traiter les questions de haut de bilan et ne pas aggraver le taux d'endettement des entreprises. Ça aussi, c'est une préoccupation. Je voudrais dire aussi, parce que je ne voudrais pas qu'on considère que les chefs d'entreprise se libèrent de leurs contraintes. Cette pression, elle s'exerce sur le chef d'entreprise. Il aura peut-être, à certains moments, à faire des choix, mais j'ai rarement vu un chef d'entreprise dire « je ne paierai pas mes dettes ». Je tiens à le dire. S'il est contraint et forcé, il essaiera de trouver avec ses partenaires des solutions. Certes, dans la mesure où le PGE est garanti par l'État, Laurent l'a dit, il y a peut-être une libération, si j'ose dire, des chakras du chef d'entreprise qui, un peu désespéré, se dit je vais tout rembourser sauf mon PGE, mais dans les faits, c'est pas la réalité. Pour vous, cette injection de cash qu'il y a eu, c'est pas du coup une bombe à retardement, tout va bien aujourd'hui et qui va nous exploser dans 2 ans ou dans 3 ans. Le cash, non. Le cash, non. Là où il faut qu'on soit prudent, et Laurent l'a dit, c'est sur le taux d'endettement de l'entreprise qui s'est accru pendant la crise, mais qui existait précédemment à la crise. Et donc c'est cette dette totale qu'il va falloir gérer globalement pour éviter que les entreprises ne soient en situation de perte d'activité, voire de fermeture, ce qui serait relativement grave pour l'économie française. Les entrepreneurs ont effectivement une grande conscience de ça et ils font très attention. C'est les retours qu'on a eus. Ils ont aussi conscience d'être relativement bien aidés en France par rapport à d'autres pays. C'est aussi les retours qu'on a eus. Ils se posent quand même encore des questions sur certains dispositifs d'aide, notamment Thierry Courmont, par exemple, le président de l'association des commerçants de la Galerie du Champ de Mars, qui lui a 4 bijouteries, s'interrogeait sur les aides, notamment qui sont données par société et non pas par établissement. Ouais. Lui, il a par exemple 4 bijouteries, 3 qui sont sous la même société, pour lequel les mois où il a été fermé, il a eu le droit à 10 000 euros d'aide, mais pour les 3, et une autre qui est indépendante et pour laquelle il a eu le droit à 10 000 euros aussi. Lui, il trouve ça relativement injuste, il trouve que la CFE, elle est bien prise par établissement et il se demande un peu pourquoi ces aides-là, elles ne sont pas par établissement. Alors, nous, c'est une de nos revendications depuis le début. Effectivement, la forme sociétaire de l'entreprise peut générer des problèmes tels que celles que vous avez décrits. Très concrètement, ce dispositif, enfin ces règles sont en place depuis le début du confinement. On cherche à les faire évoluer, mais pour l'instant, sans trop de succès. Il faut bien le dire. On est interpellé, vous l'avez dit, par les entreprises commerciales, mais aussi par les restaurateurs. Moi, j'ai soumis récemment le cas d'un restaurateur qui a 3 restaurants, qui est dans cette situation-là, avec un effet de seuil en plus,
à la DDFiP et le dossier est en instruction pour savoir si on peut aller chercher des réponses dérogatoires. Oui, alors que chaque établissement- Quand la règle est comme celle-ci, nous on ne se bat pas, on fait du lobbying au plan national pour que la règle soit modifiée, certes, mais le temps passe et la situation des entreprises se dégrade. Donc on cherche des process dérogatoires de manière à trouver des solutions immédiates pour les entreprises. Parce que, on le disait, le temps, si j'ose dire, pour reprendre une vertu célèbre, c'est de l'argent, mais c'est aussi la pérennité de l'entreprise. Hein. C'est plus seulement de l'argent, c'est la survie de l'entreprise. Et vous en avez trouvé des dérogations pour passer. On est en train de négocier, mais c'est complexe. Hein. Je ne voudrais pas entamer le débat sur le système bureaucratique à la française, mais je pense qu'on gagnerait à davantage de fluidité. Oui, c'est parfois un peu compliqué quand même d'obtenir des évolutions de la Direction générale des finances publiques, parce que là, on est face à vraiment une discussion État, préfecture et Direction générale des finances publiques avec la direction départementale. Ouais. Pour autant, il y a quand même des choses sur lesquelles nous, collectivités ou acteurs de terrain, on essaye de faire évoluer. Tout à l'heure, vous parliez de l'exonération des CFE. Quand nous avons donc une société qui a 2 ou 3 points de vente de moins de 300 mètres carrés, il y a un bonus quand même sur l'exonération de la CFE qui a été accordée sur ce territoire parce que nous l'avons voté sur proposition de l'État donc il y a quelques mois. Et quand on a 4 lieux de vente, on a encore un bonus supplémentaire. Sur d'autres aspects, quand Angoulême a fait évoluer un certain nombre de leurs dispositifs ADEL TPE, qui est pour les petites entreprises, et donc on a modifié le dispositif pour que chaque chef d'entreprise puisse déposer un dossier par lieu de vente. Mais c'est vrai que ce n'était pas forcément conçu au départ comme ça. On a une autre question d'un entrepreneur là, qui s'adresse directement aux élus. C'est Alain Blévin. Alban Blévin, oui, tout à fait, le patron de la SCOTPA, donc société, pour les gens qui nous écoutent et qui ne connaîtraient pas, société coopérative de travaux publics qui est basée au Gond-Pontouvre et qui emploie plus d'une centaine de salariés. Lui, il se demande quand, messieurs les élus, vous allez relancer la commande publique, sortir les dossiers, parce que lui, il constate qu'en ce moment, il n'y a pratiquement aucune opération lancée, c'est ce qu'il dit. Il y en a bien quelques-unes, et là, je le cite, concernant les bailleurs sociaux, le foyer, Noalis, Logélia, et le second œuvre doit avoir un petit peu de boulot, mais pour nous, il dit, les travaux publics purs, il n'y a presque rien. Il dit, il sait que les élections municipales, voilà, ça a un petit peu toujours... il y a un petit peu d'inertie due à ça, mais il demande quand est-ce que vous allez reprendre vraiment les aménagements de bourgs, les gros chantiers, parce que lui, il dit qu'ils en ont besoin. Non, il y a, alors, entreprise primée par la Charente Libre, d'ailleurs, je ne se pas, il y a quelques années. Concrètement, il n'y a pas de frein lié particulièrement à la crise. Les élus, enfin, je ne sais pas ce qu'en pense Xavier, mais les élus sont naturellement peut-être un peu plus prudents, mais globalement, pour une commune, ces ressources pour les communes rurales ont été maintenues parce que c'est la taxe d'habitation, la taxe foncière, donc c'est des recettes qui ont été indépendantes de la crise que les habitants ont payées. Par contre, ce qui est certain, c'est qu'on est dans l'effet cyclique des élections et à chaque renouvellement, évidemment, un aménagement de bourg, il faut que l'équipe soit installée, il faut définir le projet, il faut retenir un architecte, tout est très long. Si on est concerné par l'ABF, on va se prendre plusieurs mois supplémentaires, tel interlocuteur. Et qui plus est dans une année 2020 où l'installation c'est pas fait comme d'habitude. C'est-à-dire que d'habitude, au mois de mi-avril, toutes les équipes municipales sont installées et à la rigueur, pour le budget de l'année d'après, on peut commencer à réfléchir à un aménagement de bourg. Là, il faut se rappeler que beaucoup d'équipes ont été installées au mois de juillet, que la préoccupation des nouvelles équipes, ça a été comment je mets en place les protocoles dans les écoles, comment je gère ma commune, est-ce que je vais avoir la pérennité de mes recettes, etc. Donc c'est vrai qu'il y a un effet retard qui peut être perçu par les entrepreneurs, ça c'est sûr. Aujourd'hui, je dirais, ce n'est pas forcément une réponse, mais il va y avoir un effet accélérateur quand même, parce que tout peut paraître long, mais en ce moment, on est très sollicité sur les contrats de relance avec l'État, la région, toutes les collectivités, le département, tout le monde a un plan pour démultiplier l'investissement pour favoriser la relance. Alors c'est vrai qu'il y a malheureusement du temps d'architecte, du temps d'instruction de dossiers, etc. Mais on voit bien aujourd'hui que, comme pour les entreprises, l'État injecte beaucoup d'argent. Et là, on va signer dans les jours qui viennent un accord de relance avec l'État pour le département. Bon, c'est plusieurs millions d'euros qui vont être donnés, qui n'existaient pas avant. Donc clairement, le temps de la mettre en œuvre, après, c'est ça, la mise en œuvre. Mais il n'y a pas eu de frein.
enfin, à ma connaissance, il y a des communes, beaucoup de communes qui travaillent sur les aménagements de bourgs. Le département est partenaire, donc on suit. On voit, on a l'effet ralentissement tous les 6 ans de l'effet municipal, un peu plus long à cause des installations. Mais je pense que, bon, malheureusement, ce n'est pas la réponse qui va le satisfaire, mais ça va rapidement redémarrer, les dossiers vont sortir, ça va arriver. En même temps, vous êtes aussi à la tête de collectivités qui n'ont pas toujours de grosses marges de manœuvre aujourd'hui, financièrement. Est-ce que concrètement, vous avez la capacité de mettre en place un plan d'investissement public dans les travaux, ce qui avait été fait après la crise de 2008-2009 par exemple et par le passé, ou c'est beaucoup plus compliqué aujourd'hui eu égard aux finances de vos collectivités? Bon, pour compléter ce que vient de dire Jérôme, c'est vrai que le temps peut paraître plus long du fait des élections qui ont entraîné municipales et intercommunales. Bon, la crise sanitaire, évidemment, ralentit tout quand même. C'est compliqué aujourd'hui pour les nouveaux élus qui n'ont aucune expérience de rentrer dans le vif du sujet quand on ne peut pas se voir normalement et qu'on ne peut pas travailler en présentiel normalement comme les autres l'ont fait il y a 7 ans ou bien au-delà. Donc ça, c'est quand même compliqué. Donc il faut évidemment donner le temps au temps. Pour autant, je pense que Alban doit être, on va dire, un petit peu optimiste. D'abord, dans le bâtiment, quand même, je crois que c'est un des secteurs qui quand même fonctionne bien aujourd'hui parce qu'ils recherchent encore quand même des gens, ils n'en trouvent pas. Donc il y a quand même ça. Là, on est sur des travaux publics avec la SCODPA. Bon, ils sont notamment sur un chantier qu'on a sur Champigny pour Grand Angoulême, auquel d'ailleurs le département de la Charente est cofinanceur sur la rue de l'Arrêtier. On a un volant là, de 10 millions de travaux sur du TP qui doit arriver là, dans les semaines et mois à venir. Et on vient juste de voter les budgets. Je rappelle que, pour exemple, Grand Angoulême, qui a voté son budget récemment, sur son budget principal, a quand même 63 millions d'investissements. Alors, tout n'ira pas sur des travaux publics, évidemment, mais pour autant, c'est quand même des volumes qui vont irriguer le plus possible l'économie locale. Je prends la casquette maire, on vient de voter également le budget, c'est 45 millions d'investissements sur 2021 qui vont irriguer également l'économie locale. Et on est très attaché quand même au circuit court, à l'achat local, au fait que ces investissements puissent irriguer le plus possible ces entreprises. Donc la SCODPA, comme d'autres, vont avoir quand même des chantiers dans les semaines et mois à venir. Peut-être ça va arriver tout en même temps, en tout cas sur une période un peu plus tendue, mais les choses se sont mises en place. On a aussi audité un certain nombre de nos collectivités. Moi, je prends l'exemple de Cantangoulême. En plus de la latence pour s'installer, pour prendre la mesure, il a fallu aussi regarder, au vu des coûts partis, des dossiers anciens que chacun connaît, grâce à la presse locale ou grâce à la communication institutionnelle, tout le volume quand même préengagé, même si les travaux ne sont pas encore faits. Et quand vous croisez ça avec une crise sanitaire qui impacte de manière forte les intercommunalités, vous vous dites qu'à un moment donné, il faut quand même prendre un peu le temps, quelques semaines, pour quand même savoir où on va, comment on y va et à quel rythme. Parce que je rappelle que les intercos ne sont pas forcément, on va dire, autonomes fiscalement, ou en tout cas, elles sont fortement liées aussi au réseau économique. Et c'est pour ça qu'on a tout intérêt à soutenir notre réseau économique, parce que si demain, il n'y a plus d'entreprise, il n'y a plus de réseau d'offres de transport en commun, par exemple, sur Grand Angoulême, c'est quand même fortement financé par le versement mobilité que paye tout employeur privé ou public de plus de 11 salariés. Vous enlevez la CVAE, la CFE, c'est toutes des recettes qui s'effondrent. Et là, en l'occurrence, plus de recettes qui s'effondrent, plus de dispositifs pour aider l'économie. Donc, à un moment donné, il faut que ça soit vertueux. On y travaille. Ça prend peut-être un peu plus de temps pour des raisons particulières cette année, mais on va rassurer Alban. C'est important. Juste, contrairement au département ou aux communes, pour nos intercos, c'est quasiment 70% de nos recettes qui sont directement de la cotisation des entreprises. Donc c'est vrai que c'est le niveau d'activité économique pour une interco, d'où la prudence, et d'où le partenariat fondamental. C'est important d'insister là-dessus. Vous voulez intervenir sur ce sujet, M. Martin ? Au-delà de la question sur les travaux publics, l'immobilier se porte bien, d'une manière générale. Si je le prends au niveau de ma caisse, on a fait 800 millions d'euros de prêt habitat uniquement sur l'année 2020. Donc pour le coup, c'est une année qui est une excellente année en termes de financement de l'immobilier. On le voit au niveau des permis de construire, que ce soit
sur Angoulême ou sur Cognac. Et au-delà de ça, et ça rejoint un peu la question que vous m'avez posée au tout début sur l'état de santé de l'économie de la Charente. Quand on regarde, on a quand même un nombre assez impressionnant de projets importants. Alors on pourrait en citer quelques-uns, la base Intermarché, l'usine Staft, le projet Naxaf, Superprod, l'arrivée de 5 écoles sur Angoulême, le Charente numérique avec l'ensemble des investissements et pour le coup d'ETP qui vont être liés à ces investissements-là. Une filière cognac qui se porte très bien et qui continue à investir, que ce soit Oreco ou que ce soit les grandes maisons dans déchets supplémentaires ou la viticulture qui est rentrée dans une transformation HVE qui nécessite des investissements importants. Quand on regarde, il y a véritablement une dynamique, moi qui suis maintenant angoumoisin depuis cette année, depuis 3 ans, il y a véritablement une dynamique à Angoulême et à Cognac qui sont extrêmement prometteuses. Et moi, je suis optimiste. Alors justement, j'allais y venir. Vous êtes optimiste avec de vrais indicateurs pour le corroborer, ce n'est pas juste un sentiment. Et en préparant ce débat, vous me disiez, le moment où il va falloir être à l'heure, c'est pour la reprise justement et la sortie de crise. Là, qu'est-ce qu'il faudra pour les chefs d'entreprise? C'est-à-dire avoir déjà investi au préalable, être déjà solide, avoir pensé au coup d'après. Et pour ça, comment vous comptez les accompagner? Alors, sachant qu'a priori, il y a aussi de nouveaux dispositifs de financement qui sont mis en place à partir de la semaine prochaine, je crois. Si vous pouviez... Alors, il y a déjà des entreprises qui ont investi et qui ont beaucoup investi sur la période. Les entreprises en Charente en 2020, si j'enlève le financement des PGE, le montant total de leur investissement a seulement baissé de 7% par rapport à 2019, qui était une année record. Donc, ça veut dire que les entreprises, elles ont continué à investir. Il y a des entreprises qui sont encore dans une dynamique, qui est une dynamique de conquête, qui est une dynamique de part de marché. Je pense que c'est important de comprendre ça. Ensuite, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il va falloir accompagner les entreprises dans la transformation de leur PGE, véritablement. Toutes celles qui ne pourront pas le rembourser, il faut que nous, établissements financiers, on s'appuie évidemment sur les dispositifs de l'État, mais qu'on soit capable d'aller au-delà de ces dispositifs pour éviter au maximum des dépôts de bilan et faire en sorte que de la petite entreprise jusqu'à la grosse entreprise, au final, j'allais dire en 2022, on est complètement passé cette période-là et que, même s'il reste de la dette à travers des PGE, on ait pu l'étaler sur plusieurs années de manière à ce que, d'une certaine manière, ça soit le maximum indolore pour les entreprises. Donc pas de sinistrose et de l'optimisme. Complètement. Plutôt. Justement, en termes d'optimisme, on a une question du PDG d'AVEA, entreprise de Fléac. AEVA, qui est un équipementier dans un secteur particulièrement touché par la crise, du coup, l'aéronautique, qui emploie 66 personnes à Fléac. Christian Well, il explique qu'AEVA, malgré une perte de 30% de son chiffre d'affaires en 2020, va finalement aujourd'hui plutôt bien, qu'ils ont pu bénéficier du plan de relance et du fonds de soutien à l'aéronautique, justement à hauteur de plus de 800 000 €. Ils ont un grand projet là de déménager alors ailleurs dans le Grand Angoulême pour s'équiper d'un nouveau local. C'est un projet d'envergure à 5 millions d'euros. Il avait 2 questions en lien avec ce projet. La première s'adresse plutôt à Monsieur Bonnefond. Il cherche un local de 2500 m² sur le Grand Angoulême ou un terrain pour le construire justement. Est-ce que vous avez des pistes pour lui ? Le catalogue On y travaille. Je ne suis pas venu avec l'immobilier disponible, mais il y en a. Et on travaille également aussi à l'extension de certaines zones d'activité qui aujourd'hui peuvent apparaître pleines. Mais on est en train donc, de développer cette stratégie immobilière. Donc j'invite ce chef d'entreprise à soit me contacter, soit contacter Gérard Roy, le maire de Roulet-Saint-Estèphe, en tant que vice-président développement économique de Grand Angoulême. On va lui donner satisfaction. Parfait. Et surtout, il avait une autre préoccupation qui finalement me permet de poser une question un peu plus large sur le recrutement, puisque lui, évidemment, il a encore besoin de profils et de profils assez techniques. Il me parlait d'ingénieurs en électronique, de monteurs câbleurs, et voilà des profils qui, comme dans beaucoup de secteurs, il a du mal à attirer sur nos territoires. Quelles sont aujourd'hui les aides qui vont pouvoir être amenées, parce que la relance, elle va aussi passer par ce recrutement. Comment on peut les accompagner là-dessus ? Pour moi, il y a plusieurs choses. C'est un sujet complexe. Je crois qu'en tant qu'élu, je le dis souvent, je suis plus interpellé par des personnes qui ont du mal à recruter, par des chefs d'entreprise qui ont du mal à recruter, que des chefs d'entreprise qui craignent la crise. C'est vraiment le quotidien aujourd'hui. Je n'arrive pas à recruter. Et c'est un vrai sujet qui
qui nous préoccupent tous en tant qu'élus. Alors il y a deux sujets, il y a le niveau de la formation. Alors la formation, on y travaille, on développe des formations ici. On ne pourra jamais développer en Charente tout le panel de formation nécessaire pour tous les chefs d'entreprise. Et je crois quand même qu'il y a un élan qui est en train de se construire, qui est en train de s'installer, et ça c'est plutôt positif. Et il y a le deuxième élément, c'est l'attractivité pour que des personnes d'extérieur viennent s'installer en Charente. Et là, je dirais, je rebondis un peu sur ce qu'a dit tout à l'heure notre collègue du Crédit Agricole Laurent. Il y a quelque chose qui se passe en Charente, je crois. On a aujourd'hui un écosystème responsable, divers et variés, responsable de collectivités. Les gens d'extérieur disent, ça se sent qu'il y a, pour une fois dans l'histoire de la Charente, il y a une ambiance, il y a une volonté de développement, il y a beaucoup de signaux qui sont ouverts. Alors on est bien placé dans la Nouvelle-Aquitaine, il y a la LGV. Nos deux agglos, là, n'ont jamais travaillé ensemble. C'est deux territoires qui n'ont jamais travaillé ensemble depuis 30 ans. Et aujourd'hui, on est associés dans de nombreux dispositifs. Ça n'a jamais existé. Bref, quand on cumule tout ça, on a une vie culturelle extrêmement riche, que ce soit Cognac, Angoulême, même si en ce moment, évidemment, elle est particulière. Je crois qu'on commence à cocher des cases pour créer un univers favorable à l'attractivité. Il y a encore du boulot parce que c'est des processus longs. Mais je crois que quand on regarde d'où on vient, on va dans le bon sens et ça aidera à attirer des talents pour accompagner les chefs d'entreprise. Mais c'est une mobilisation générale, c'est sûr. Monsieur Martin. Oui, dans la continuité de la question qui était posée, je crois qu'il y a aussi la SEM Charente et la SAS qui jouent un vrai rôle, notamment sur le foncier et l'accompagnement des entreprises pour s'installer sur le territoire, avec de vraies réussites sur les derniers mois. Et donc je pense qu'il faut rassurer ce chef d'entreprise, il y a du foncier et on doit pouvoir l'accompagner. Le deuxième aspect, c'est sur le recrutement. Et peut-être je voudrais moi, refaire passer un message que j'essaye de faire souvent passer aux élus, c'est il nous faut plus de trains entre Angoulême et Bordeaux. Il nous faut véritablement avoir une fréquence des trains aux bonnes heures qui permettent d'aller tôt le matin à Bordeaux ou d'arriver tôt à Angoulême, de manière à ce que des familles puissent s'installer sur Angoulême avec un conjoint qui travaille sur Bordeaux et un autre qui travaille sur Angoulême. C'est important parce que c'est une manière de bénéficier de ce moteur extraordinaire qu'est l'agglomération urbaine de Bordeaux, mais dont Angoulême doit pouvoir se bénéficier. Et une des réponses à l'emploi, c'est justement cette attractivité. Elle est de plus en plus forte sur Angoulême, mais je pense que si on passe ce cap des trains supplémentaires aux bonnes horaires vers Bordeaux et vers Angoulême, je pense qu'on aura un élément d'attractivité supplémentaire qui aura un effet très bénéfique sur l'emploi. J'ajoute quand même à ce que vient de dire Laurent Martin, sur les trains, c'est tout à fait vrai. On voit à quel point c'est compliqué quand même de se faire entendre aujourd'hui de la SNCF et de la région là-dessus, donc c'est un peu compliqué. Donc c'est un simple constat. On ne voit pas grand-chose à arriver en termes d'amélioration, même si on est dans une crise sanitaire et que naturellement il y a moins de trajets en ce moment, parce qu'il y a moins de personnes qui vont à Bordeaux ou qui vont à Paris. Mais simplement, pour continuer quand même sur cette ambiance, l'UPMEDEF fait aussi beaucoup de choses sur notamment les réseaux d'entreprises pour qu'elles se connaissent mieux. Et au lieu d'aller chercher un fournisseur à l'autre bout de la France ou à l'autre bout de l'Europe, si elles peuvent le trouver ici. Donc il y a un travail également des milieux économiques qui est quand même fort. Et j'en conviens, il faut qu'on aille plus loin sur notamment l'accompagnement du conjoint. Parce que quand quelqu'un vient de l'extérieur, il y a certes des actions, il y a des sensibilisations. Nous, à Grand Angoulême, on fait des choses. Mais ce n'est pas encore à suffisance, ça ne va pas encore assez loin. Et je pense que si les acteurs publics et les acteurs privés, avec le réseau économique qu'il y a quand même sur le territoire, il n'y aurait pas de difficulté ou en tout cas cette appréhension qu'il y a chez certains conjoints avant de venir s'installer en Charente. Monsieur Fayet voulait aussi s'exprimer sur l'attractivité du territoire. Oui, je voulais simplement dire, je partage tout ce qui a été dit, évidemment. Les liens ferroviaires avec Bordeaux qui permettent d'accéder à des emplois qui ne sont pas forcément disponibles en Charente pour le conjoint ou la conjointe, c'est un sujet important. C'est un sujet pour fixer des familles sur le territoire, parce qu'on voit arriver nombre de cadres et de cadres supérieurs. Ça concerne pour l'essentiel les cadres et cadres supérieurs, cette problématique, en Charente, et repartir un an après, parce qu'effectivement, le conjoint ou la conjointe n'a pas trouvé de solution. J'ai quand même une inquiétude. Nous, ce qu'on constate, c'est la montée en puissance du chômage des cadres. Il y avait une dynamique d'emploi des cadres en Nouvelle-Aquitaine qui était très très forte, y compris en Charente, et là, je dirais qu'il y a
un essoufflement du recrutement des cadres et cadres supérieurs dans un certain nombre de secteurs, sans doute liés à la situation, et de l'incertitude liée à la situation. Pour ce qui concerne les salariés intervenant dans la production, ce n'est pas un fait nouveau, hein. Les tensions sur l'emploi, dans le bâtiment, dans l'industrie, je crois qu'on a subi un échec auquel il faut qu'on trouve de nouvelles réponses, c'est celui de l'orientation positive. Globalement, nombre de jeunes et de familles ont une représentation, par exemple de l'industrie, qui est une représentation totalement fausse. Et je crois qu'il faut faire rentrer à nouveau les jeunes dans les entreprises, qu'ils rencontrent, je dirais, des chefs d'entreprise, qu'ils voient les trajectoires qui leur sont proposées, les salaires qui leur sont proposés, qui sont des salaires tout à fait intéressants, de manière à ce que, comme dans certains autres secteurs, ces métiers deviennent attractifs. Mais c'est vrai que pour un chef d'entreprise qui se développe aujourd'hui, on est quand même confronté à un problème de tension sur l'emploi. Alors, peut-être qu'ils viennent nous voir, il y a des systèmes de simulation qui font qu'on peut recruter ou détecter des talents et les accompagner dans l'entreprise en matière de formation pour pouvoir apporter des réponses à ces carences en termes de compétences au sein de l'entreprise. On a déjà dépassé le temps imparti, mais je vais quand même vous poser une dernière question. On essaie d'être court dans la réponse. Vous avez aussi un point commun avec vos différentes casquettes, c'est que vous avez tous œuvré pendant la crise sur le consommer local. Vous, M. Martin, avec le Terre de saveurs, j'ai l'impression que le catalogue s'est largement enrichi au moment notamment du premier confinement. À la CCI avec la plateforme d'achat local qui réunissait des commerces, vous dans vos collectivités avec les achats locaux qui ont été faits. Cette crise, vous pensez que ce comportement de reconsommer dans son écosystème, c'est vraiment un marqueur de cette crise et qu'il est pérenne et ce qui est un bon signe pour notre économie locale, ou ça a vraiment été le temps de deux confinements et ça s'essouffle aujourd'hui? Est-ce que vous avez moyen de le mesurer? Alors pas sur les achats de la collectivité. Un marqueur, c'est incontestable, tout le monde le reconnaît, et même les producteurs. Est-ce qu'il résistera au retour à la vie normale? Partiellement, parce que c'est vrai qu'on voit beaucoup de gens ont découvert des producteurs locaux à 2 pas de chez eux, donc il y en a qui vont rester. Sûrement pas dans les proportions que pendant la crise, parce que je crains que les habitudes reviennent. Mais en tout cas, de façon significative, il y a une marge. Et d'ailleurs, on arrive à un paradoxe. Si je prends les maraîchers aujourd'hui, on est en grande tension en Charente. Aujourd'hui, les maraîchers ont déjà un circuit de distribution et on pourrait installer beaucoup de maraîchers supplémentaires pour répondre aux besoins de circuits courts, en privé ou en public d'ailleurs. Moi, je crois que le consommer local, c'est une tendance qui perdurera. Elle perdurera d'abord parce que les gens, comme vous le disiez, ont découvert au final à la fois qu'il y avait des producteurs près de chez eux et des produits de qualité, et ensuite parce que toute la problématique environnementale, toute la problématique de changement climatique, la problématique des circuits courts, au final, c'est une tendance qui est une tendance de fond des années à venir. On va changer nos modes de consommation. Et donc, pour le coup, je pense que c'est véritablement un phénomène qui va s'inscrire dans la durée. Attention aussi au phénomène digital, puisque pour le coup, si les gens ont appris à mieux utiliser Internet et à consommer sur Internet, ça a aussi été une aubaine pour Amazon. Et là, pour le coup, c'est quand même extrêmement dangereux pour le commerce de proximité, pour tous ces petits commerces de centre-ville qui sont au final le cœur de la vie économique d'une ville et qui, pour le coup, pourraient demain subir au final cet effet qui a été de prise d'habitude de consommer sur le net et au final pourrait avoir des baisses de chiffre d'affaires. Donc je pense qu'il faut avoir aussi une conscience, et là pour le coup c'est véritablement une conscience citoyenne, qui est de se dire que si on veut garder cette activité économique, il faut tout simplement consommer local, mais au sens consommer dans les commerces locaux. Merci beaucoup, merci à vous 4 de nous avoir accordé un peu plus d'1 heure. Merci à tous nos internautes de nous avoir suivis au cours de cette conférence, dont le message aura finalement été de l'optimisme plutôt que de la sinistrose dans notre département à la sortie de cette crise sanitaire. Merci à tous. Merci. Merci. Super. On remet le masque. On revient à la vie réelle. Oui,